Merci de votre fidélité à la rédaction de DRTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres du journal. Doter le conseiller de ses outils de travail et désigner les membres du bureau des différentes commissions permanentes, enjeu de la session inaugurale du Conseil économique, social et environnemental ce lundi à Brazzaville. Et puis la corniche de Brazzaville a vibré dimanche au rythme des 25 ans de l'Institut français du Congo. Les artistes se sont succédés devant un public venu nombreux. Enfin, les entraîneurs congolais de haut niveau des équipes de football de la place à l'école du savoir. Le séminaire est animé par un expert de la FIFA. Une fois de plus, bienvenue à tous. La Banque africaine de développement a procédé dimanche dernier à Brazzaville à la signature d'un accord de prêt avec le gouvernement congolais d'un montant de plus de 122 milliards de francs CFA. Cet accord, on va dire, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui budgétaire aux réformes économiques et financières PAREF. Ce document a été paraphé côté congolais par Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, et Marie Sietchoé, représentant résident de la Banque africaine de développement au Congo. Pour faire complet, la signature de cet accord est en lien avec le programme triennal que le Congo a signé en juillet dernier avec le Fonds monétaire international. William Mouko Zinig. La Banque africaine de développement se satisfait des réformes amorcées en République du Congo après 2 ans d'efforts acharnés. 11 mesures étaient exigées au Congo, les 11 ont été respectées. Conséquence logique de ces efforts, la BAD accepte d'accorder au Congo un prêt de 122 milliards de francs CFA, soit 187 millions d'euros, qui viennent combler le gap qui faisait défaut au budget de l'État congolais, au grand soulagement du gouvernement. L'octroi de cet appui budgétaire étant conditionné par la signature de l'accord avec le Fonds monétaire international et la réalisation de certaines réformes préalables, il est donc véritablement le bienvenu après celui du Fonds monétaire international puis de la France. Ce prêt de la BAD à la République du Congo intègre le programme d'appui aux réformes économiques amorcé par le pays de Denis Sassou Nguesso et constitue le soutien de la BAD au plan national de développement du Congo. Ce PAREF, pour aboutir à sa signature aujourd'hui, le Congo a fait des efforts pour la mise en place d'un certain nombre de mesures de réforme essentielles contenues dans une matrice de mesures que nous avons adoptées, qui a été adoptée par le gouvernement en Conseil des ministres et qui nous sert de feuille de route. Nous avions 11 mesures préalables. Il faut rappeler ici que le Congo a satisfait entièrement aux 11 mesures préalables. Cet accord avec la BAD est perçu, selon la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas, comme un signal encourageant à l'action du gouvernement. L'Assemblée nationale vient justement d'adopter le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Congo et la Banque africaine de développement pour le financement du programme d'appui aux réformes économiques et financières, le PAREF. Giscard Maungu. Signé le 15 décembre dernier entre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas, qui a représenté le gouvernement, et Antoine Djoué, le représentant résident de la BAD au Congo. Voilà que ce 16 décembre, un jour après, l'Assemblée nationale vient d'adopter ce projet de loi qui autorise la ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Congo et la Banque africaine de développement pour le financement du programme d'appui aux réformes économiques et financières, phase 1. Un appui budgétaire de quelques 122 milliards de francs CFA que le Congo pouvait perdre si le Parlement ne ratifiait pas à temps l'accord. Le président de la Commission économie, finances et contrôle de l'exécution du budget l'a dit. Ces institutions ont leurs contraintes. C'est un accord qui s'articule autour de 3 composantes qui, entre autres,
veut renforcer l'assainissement budgétaire en améliorant la gestion de la dette et aussi accroître la mobilisation des recettes. Avec cet accord, et en attendant le quitus de l'autre chambre du Parlement, le Sénat, le Congo pourra alors entrer dans les tout prochains jours en possession de cette somme proposée. Bruno Jean-Richard Itoa, qui a défendu le dossier pour le compte du gouvernement, s'est réjoui de l'attitude de l'Assemblée nationale où les clivages politiques se sont tus pour privilégier l'intérêt national. Il y a les intérêts de la nation devant lesquels tous les clivages devaient disparaître. Et un consensus naturel, national et patriotique devrait être instauré. Comme annoncé dans les titres, à 6 mois après leur nomination, les 75 membres du Conseil économique, social et environnemental tiennent depuis ce lundi 16 jusqu'au 19 décembre leur première session dite inaugurale. Cette institution constitutionnelle, à la fois consultative et représentative de par sa mission et sa composition, est appelée à jouer un rôle important pour accompagner et évaluer toutes les politiques économiques, sociales et environnementales dans le but de conseiller le gouvernement. C'est le Premier ministre Clément Mwamba qui a procédé à l'ouverture de cette session. Armel Christian, Singanyoko. En cette période de soubresaut économique, caractérisée par un climat social précaire, une hausse de la mercuriale, des problèmes d'eau, d'électricité, le tout avec des catastrophes environnementales entraînant inondations, ensablement, destruction des habitations et infrastructures publiques voire privées dans quelques villes du pays, les analyses et avis du Conseil économique, social et environnemental seraient une mine d'inspiration pour les gouvernants. Les 75 conseillers réunis en session inaugurale s'attelleront à mettre en place leurs outils de travail. Les 4 commissions que comprend le Conseil connaîtront aussi leurs membres et responsables. Institution constitutionnelle, consultative et représentative, le Conseil, par ses missions, accompagne et évalue toutes les politiques publiques en matière économique, sociale et environnementale dans le but de conseiller le gouvernement. Tâche qui nécessite beaucoup d'exigences, dont celle de Pour nous, la réussite de notre mandat est avant tout exigence. Exigence d'abord avec nous-mêmes, dans le comportement tant individuel que collectif. Exigence dans nos attitudes. Attitude face au travail d'abord. Ensuite, attitude politique. La vérité commencera par la possibilité de choisir, donc de savoir apprécier lorsque nous examinerons les affaires qui nous seront soumises par les pouvoirs publics ou dont nous nous saisirons conformément à la loi. Ouvrant les travaux, le Premier ministre a exhorté les conseillers à plus de sérieux avant de les rassurer de l'accompagnement du gouvernement. Aussitôt la session inaugurale clôturée, une session, cette fois-ci extraordinaire, s'en suivra, ce à partir du 20 décembre prochain. L'Union africaine se dit préoccupée de la situation qui prévaut actuellement en Libye, un pays en crise depuis 8 ans déjà. La question a été évoquée dimanche dernier entre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. La crise libyenne qui continue de défrayer la chronique sur le continent reste une préoccupation majeure pour l'Union africaine. C'est ainsi que ce dimanche 15 décembre 2015, dans le cadre d'une consultation permanente, le président de la Commission de l'Union africaine est venu rendre compte au président de la République, Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, des derniers développements de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays, avec des ramifications dans la zone sahélo-sahélienne. La situation en Libye est sérieuse. Le combat se déroule dans la capitale. Vous avez vu l'impact de cette crise dans la région. La dernière situation au Niger dénote de la gravité de la situation. L'Union africaine qui a mis en place ce comité
est marginalisé dans la recherche de la solution du problème en Libye. Le prochain sommet de l'Union africaine prévu à Addis Abeba va être l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'institution continentale sur la crise libyenne, a indiqué par ailleurs Moussa Faki Mahamat. Je pense qu'après 8 ans de la présence d'une mission des Nations Unies en Libye, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, elle a empiré. Et je crois qu'il est temps et grand temps d'évaluer la situation et prendre des mesures nouvelles. C'est autour de ces questions certainement que le prochain sommet va se pencher sérieusement sur la question, parce que la situation en Libye est grave, ses conséquences sur le continent le sont tout aussi. Notons que le sommet de l'Union africaine se tiendra en janvier prochain sous un thème capital, à savoir taire les armes, un mot d'ordre tracé dans l'agenda 2063 de cette organisation panafricaine. Changeant de chapitre à présent, c'est dans le but de connaître l'état de santé des élèves du groupe scolaire Le Cœur de Méli qu'une visite médicale a été organisée par la direction de cette prestigieuse école au profit des élèves du préscolaire et du primaire des sites Cœur de Méli de Sonako Mukondo et de la Poudrière dans le 4e arrondissement Mungali. Signalons que ces consultations médicales ont été réalisées par des médecins généralistes. Des précisions avec Christine Gakoso et Léonie Tsoumou. C'est une tradition au groupe scolaire Le Cœur de Méli. Des visites médicales chaque année aux élèves de cet établissement scolaire privé. L'objectif est de connaître l'état de santé de chaque élève, car un enfant malade ne peut pas faire de bons résultats scolaires. Il y a des enfants qui viennent à l'école, mais avec des soucis de santé. Je voudrais vous parler effectivement des apprenants qui souffrent des problèmes auditifs. Quand un enfant souffre des problèmes auditifs, vous pouvez estimer ou penser que c'est un enfant qui n'est pas intelligent. Par contre, il a des difficultés de compréhension. Alors ces visites médicales permettent justement de dénoter, de comprendre l'état de chaque apprenant. Parce que c'est toujours important de s'imprégner et c'est une valeur recommandée du point de vue médical. Si l'enfant a des soucis de santé, le parent sera notifié de manière que les dispositions les plus pratiques puissent être prises. Au site de Sonako à Mukondo, tout comme au site de la Poudrière dans le 4e arrondissement Mungali, les élèves ont été consultés par des médecins généralistes pour avoir un dossier médical. Il s'agit de déceler entre autres des maladies héréditaires, des antécédents de famille afin d'agir promptement en cas d'un éventuel malaise. Pour ce premier jour, plus de 15 enfants ont été consultés au site de la Poudrière et des cas de caries, de parasites, des amygdalites ont été décelés. Des consultations qui permettent d'avoir un fichier de chaque enfant et ses problèmes de santé afin d'assurer une prise en charge. Ces visites médicales ont débuté ce lundi en présence des parents disponibles et se poursuivent toute cette semaine. Ouvert en 2016 avec 3 sites, le groupe scolaire Le Cœur de Méli compte actuellement 6 sites à Brazzaville avec des cycles allant de la crèche au lycée. Cet établissement scolaire privé met à la disposition des élèves des enseignements avec un programme pédagogique mixte français-congolais. Toujours dans le volet santé, une délégation chinoise de la commission santé de Tianjin a procédé samedi dernier à la visite de l'hôpital général de Luandili. Nous sommes dans le département de Pointe-Noire. De Montez Mavungu, notre bureau de Pointe-Noire, nous en parle. Suivez. L'hôpital général de Luandili a reçu samedi 14 décembre dernier une délégation chinoise de la commission de santé de Tianjin. Une délégation de 7 directeurs généraux des hôpitaux de cette ville chinoise, conduite par la directrice, division des ressources humaines du bureau de santé de Tianjin. Une visite inscrite dans le cadre de la coopération médico-technique entre la République du Congo et la République populaire de la Chine. En cette année touchant à sa fin, le Congo et la République de Chine célèbrent le 55e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Prenons la parole en premier pour la traditionnelle bienvenue. Le docteur Vital Evin Sibelebe, directeur général de l'hôpital général de Luandili, a fait le rappel du soutien que reçoit son hôpital de la coopération sino-congolaise en matière médico-technique depuis 2006.
San Yanzi, chef de la délégation du bureau de santé de Tianjin, a pour sa part orienté son mot sur l'apport de la Chine à l'amélioration de la qualité des soins de santé des populations congolaises. La visite de quelques services clés de l'hôpital a tout aussi été un des grands moments de cette réception. La propriété de l'hôpital a retenu l'attention de San Yanji. On a une chance pour venir ici à visiter l'hôpital de Luanzi. Cette fois-ci, nous avons déjà visité l'hôpital de Luanzi et je crois que la coopération entre nous, les deux parties, sera renforcée. Et sous la direction de directeur de l'hôpital, il est très capable et c'est bien contrôlé dans tous les domaines. Et on a déjà vu l'hôpital, c'est très propre et bien contrôlé et administré. Pour le docteur Vital Evans Ebelebe, de cette coopération sino-congolaise, l'appui médico-technique de la Chine est impérieuse. C'est le directeur qui se déplace pour venir visiter cet hôpital. Ça montre la grande importance que donne la Chine à la coopération médicale avec notre hôpital. Nous pouvons qu'en être fiers et nous pouvons que dire nous devons nous mettre au travail. Nous devons refléter ce que la Chine donne à cet hôpital. Nous devons le refléter à la population congolaise. Nous devons travailler, nous devons être une référence. C'est ce que je retiens de cette visite. Le sérieux, l'importance qu'il donne. Le plateau technique va être élargi. Nous avons fait quelques doléances qui nous a été promis, verbalement favorables. Parmi les doléances, nous avons insisté sur l'unité d'hémodialyse que nous tenons à cœur. Pointe-Nord est la capitale économique, il est tout à fait normal qu'on ait une unité d'hémodialyse. Nous avons également expliqué que nous attendons une équipe médicale qui est chargée de venir installer le matériel qui est déjà arrivé et dont les Congolais ont besoin. Ils nous ont promis que ça sera à l'immédiat. Mais la coopération va être renforcée beaucoup plus ailleurs, et dans les jours à venir, nous serons au courant. À Dolisie, dans le Niari, une cérémonie de revoir a été organisée en l'honneur des 4 médecins cubains arrivés au terme de leur contrat après avoir accompli leur mission 4 années durant à l'hôpital général de Dolisie. Le reportage de Aurélien Zingui et de Monteza Mavungu. 2 médecins cubains sont arrivés au terme de leur contrat après 4 ans d'exercice à l'hôpital général de Dolisie. Ils ont respectivement travaillé au laboratoire et en pédiatrie. Ne voulant pas les voir regagner leur patrie, le Cuba, sous la pointe des pieds, le directeur général de l'hôpital général de Dolisie, Maurice Benfa Popolo, a organisé une modeste cérémonie de revoir en l'honneur de Lazare et Esperancia. Une cérémonie au cours de laquelle des présents ont été chaleureusement remis aux médecins cubains. L'occasion a échu au directeur général de remercier les autorités de la République pour leur implication à la consolidation de la coopération Congo-Cuba. Je voudrais en ces mots très succincts remercier le président de la République, remercier le gouvernement dans son ensemble et particulièrement Mme Jacqueline Lydia Mikolo pour l'impulsion donnée à la coopération entre Cuba et le Congo. Cette coopération a bien espéré destiner ses fruits à la population congolaise dans son ensemble et pour notre cas, la population de Dolisie et ceux qui demandent l'offre de soins à notre hôpital général. Et donc ce sont ceux-là bénéficiaires des fruits de cette coopération en ce qui concerne ce que ces amis cubains sont venus faire au Congo. Au cours des 2 années et demie que j'ai passé à Dolisie, pour dire que ces compatriotes ont servi loyalement, ont représenté leur pays tel que prescrit dans les accords de coopération. Leur chef, Dr Victor, ne pourra pas me contredire, puisque c'est nous qui témoignons ce que ces compatriotes sortis de Cuba sont venus offrir ici à Dolisie. Nous sommes très reconnaissants, et je le dis au nom de la population de Dolisie.
En bon salsieros, l'esquisse de pas de la salsa a été de mise pour cette cérémonie de revoir. Des nouvelles à présent de Hermela Destinée Doukaga dans ce journal. En séjour de travail à Nyanga, toujours dans le département du Niari, la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a procédé à la visite de l'internat Denis Sassou Nguesso de Nyanga en construction pour se faire une idée sur le déroulement des travaux. Le reportage de Christy Mationa est ici rendu par Giscard Maungu. C'est le premier internat de Nyanga. Il est en plein chantier. Les ouvriers à pied d'œuvre pour livrer l'édifice dans quelques mois, avant la rentrée scolaire prochaine. En séjour de travail dans le district de Nyanga, la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a fait un crochet sur le site. 2 bâtiments modernes avec plusieurs chambres et blocs administratifs, un internat social pour héberger des élèves qui viennent des villages éloignés du district de Nyanga. La finition, je crois peut-être dans 7 ou 6 mois, on va finir et puis il y aura la rentrée prochaine. L'initiative est à la base de Destinée Hermela Doukaga qui voulait faire preuve de solidarité avec les parents d'élèves confrontés souvent à des difficultés de logement de leurs enfants. Vous savez qu'il y a des villages qui sont à 60 km, 40 km d'ici. Et lorsque les élèves ont le BPC, ils sont tenus de venir au lycée, le seul lycée donc, de la contrée. Et à ce moment, ils n'ont pas la possibilité d'être hébergés. Ils sont obligés de prendre des maisons en location. Et ce sont les parents qui doivent faire face à ces charges. Très souvent, l'expérience a démontré que la majorité de ces enfants-là qui louent des maisons finissent, en tout cas ils sont exposés au risque d'abandonner un jour. Nous avons pensé donner un peu du nôtre pour réaliser ce projet. Sur place, les élèves, mais aussi les autorités locales ont exprimé toute leur satisfaction, gratitude et fierté. Étant entendu que moi-même tout petit, en classe de 6e, j'avais déjà été locataire. Je souhaite que l'internat, les travaux aboutissent, prennent fin pour que les plus petits ne soient plus locataires pendant leur scolarité. C'est une très bonne chose pour nous. Une fois terminé, l'internat Denis Sassou Nguesso de Nyanga pourra héberger jusqu'à 200 élèves. Un vrai ouf de soulagement pour les populations des localités éloignées, vouées jusque-là à louer des maisons pour leur progéniture. Une fois à Nyanga, une pratique que l'on pourrait comptabiliser dans le taux élevé du décrochage scolaire et d'abandon scolaire régulièrement observé. Allez, on passe à la culture. Vous avez bien compté comme moi que cela fait déjà 25 ans que le bâtiment abritant l'IFC ex-CCF a été construit. Pour fêter ce quart de siècle, un méga concert a été organisé dimanche dernier sur la célèbre avenue de la Corniche. Plusieurs activités, donc plusieurs artistes plutôt présents sur scène ont dit leur reconnaissance à l'IFC qui ne cesse de les accompagner. Témoin de l'événement, Morel Mabélé. C'est le plus beau cadeau de fin d'année que l'Institut français du Congo a donné au public congolais, aux amoureux de la rumba congolaise et aux friands de la haute musique. Et l'événement de ce jour, c'est les 25 ans de l'Institut français du Congo qui sont célébrés au bord de la Corniche de Brazzaville, sur la rive droite du fleuve Congo, dans un contexte artistique particulier. Zao, les Bantous de la capitale, Fanny Faya, Welfer Kaya, Fortuné Bakeza, Juste Parfait et bien d'autres artistes sont au rendez-vous. La musique et l'humour se mêlent sur un même podium pour sublimer l'art congolais.
Artistes musiciens, conteurs, slameurs, écrivains, lecteurs, percussionnistes, bref, les amoureux de la culture étaient tous là pour célébrer les 25 ans de l'Institut français du Congo. L'IFC qui pendant plusieurs années a métissé la culture des deux pays, notamment le Congo et la France. Pendant ce spectacle, le public venu très nombreux a été édifié sur les activités qui sont menées au sein de l'Institut français du Congo, qui est devenu un haut lieu des retrouvailles des artistes congolais. On peut citer entre autres les ateliers d'écriture, des danses, de percussion, la poésie urbaine, notamment le slam. Barbara Pamou, responsable de la communication de l'Institut français du Congo, parle d'un partenariat gagnant-gagnant entre le Congo et la France sur le plan culturel. Notre mission, c'est d'être vecteur de promotion de la culture, promouvoir la culture, de faire vivre la culture. Donc à ce niveau-là, je pense que nous le faisons réellement, mais où on a amélioré notre façon de faire ces dernières années, c'est qu'on est aussi un acteur de coopération. Donc on mélange la culture congolaise à la culture française. Et je pense que les Congolais, les chiffres de la fréquentation le montrent. Cette année, là aujourd'hui, nous célébrons notre 100 millième visiteur au spectacle de l'Institut français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Congolais participent à nos événements. Les Congolais sont au cœur de nos événements. Et donc du coup, oui, je peux dire que le Congolais profite de l'Institut français et de nos activités culturelles. L'orchestre mythique Les Bantous de la capitale était aussi à ce rendez-vous culturel. Le patriarche Ngangue Edo, du haut de ses 86 ans, a esquissé quelques pas de danse. Comme il est de tradition dans ce genre d'événement, les sapeurs étaient présents, cette fois-ci avec une particularité, la présence de ce citoyen français vêtu en vert jaune rouge. Il est venu rivaliser d'ardeur avec les sapeurs congolais. C'est pour autant dire que la SAP est devenue un phénomène mondial. Signalant qu'en matinée, le documentaire intitulé Ngangue Edo, le dernier des Bantous de la capitale, a été projeté à l'IFC après quelques retouches mineures. C'était en présence de François Barato, ambassadeur de France en poste au Congo. Saisissant cette occasion, Paul Soni Benga, réalisateur de ce film, a bien voulu édifier l'assistance au sujet du titre de ce documentaire. Morel Mabélé, une fois de plus. Ngangue Edo, le dernier des Bantous de la capitale, a encore fait parler de lui ce dimanche à l'Institut français du Congo. C'était à l'occasion de la projection du film de la biographie du patriarche de l'orchestre Les Bantous de la capitale. Ce film, réalisé par Paul Soni Benga, directeur général de DRTV, a fasciné le public de l'Institut français du Congo, qui était émerveillé d'apprendre la vie d'un homme qui a marqué non pas seulement son temps par son génie créateur, mais aussi par son savoir-être. Les témoignages des écrivains, de sa famille et de ses collègues projetés dans ce film en dit mieux. Après la projection, place aux réactions. Le colonel Jean-Ève Alakwa, amoureux de la culture, regrette le fait qu'il n'y ait plus de valeurs qui suscitent des vocations comme hier. On a perdu les repères où très peu suscitent maintenant des vocations. Il y a des professions ici, comme le journalisme, où on s'est identifié à des gens. Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Et je remercie Sony pour avoir fait ce film et j'espère qu'il contribuera à cela. L'ambassadeur de France au Congo, François Barato, qui est un mélomane de l'orchestre Le Bantou de la capitale, a apprécié la dimension artistique de Ngangue Edo. J'ai beaucoup aimé ce documentaire, très intimiste, qui décrit à la fois l'homme et l'artiste, et qui met en valeur tout ce que Ngangue Edo a apporté à la création de la rumba congolaise moderne, et tout ce qu'il a apporté donc à cette région. Paul Soni Benga nous édifie sur la motivation qui l'a amené à célébrer Ngangue Edo. Cette histoire-là, nous, jeunes, nous ne la connaissions pas. Voilà pourquoi il fallait qu'on la porte au public pour que les gens sachent qu'il y avait un de nos compatriotes qui a été à l'origine de la création de l'Ok Jazz, Cher Franco, et aussi à l'origine de la création des Bantous de la capitale. Et aujourd'hui, âgé de 86 ans, il est encore en activité.
le monument de la musique congolaise, regrette que les jeunes artistes ne marchent pas sur leurs traces. Aujourd'hui, moi je connais, j'ai 86 ans, mais je connais les jeunes, je vais chez eux. Moi je vais écouter par exemple les Roga Roga, je vais écouter les autres jeunes qui font le machin. Mais pourquoi ces jeunes-là ne viendraient pas voir un peu ce que nous avons fait, Ngangedo, qui est toujours sur scène malgré ses 86 ans, a rassuré le public qu'il est encore là. Même ce soir, je peux composer une nouvelle chanson, Dixit, l'artiste. Qu'il affectionne si bien, il ne décrochera pas. De la culture au sport, il n'y a qu'un pas dans la perspective de permettre aux entraîneurs congolais de haut niveau de s'approprier des outils méthodologiques spécifiques pour mieux coacher autant que faire se peut leurs différentes équipes de football. Un séminaire de renforcement de capacités techniques est organisé par la FIFA. Alors attention, Evra Rati Kasumba. 2 semaines après le séminaire de renforcement des capacités à l'endroit des entraîneurs et instructeurs, le tour revient aux entraîneurs de haut niveau. Ce séminaire FIFA, le dernier de l'année 2019, permettra aux entraîneurs congolais d'acquérir les méthodologies d'entraînement spécifiques pour mieux coacher leurs équipes lors des matchs. Après le mot de circonstance du directeur technique de la Fédération congolaise de football, Jean-Marie Kanz, expert FIFA, est revenu sur les enjeux de ce séminaire. Beaucoup de personnes avaient suivi des cours, que ce soit au niveau des instructeurs, que ce soit des entraîneurs, mais aujourd'hui on a affaire à des entraîneurs un peu spécifiques, c'est-à-dire de haut niveau. On fera connaissance. C'est un peu différent. On va expliquer le pourquoi de cette différence avec toutes les connaissances que vous devez avoir et on va travailler comme vous devez le faire durant la semaine pour préparer un match que vous devez gagner car vous êtes entraîneur de haut niveau. Les séminaires, il y en aura encore à la Fédération congolaise de football car la formation est l'une des priorités de Guy Blaise Mayolas, président de la FECOFOOT. La Fédération congolaise de taekwondo, de son côté, a organisé des séances de passation de ceinture allant du 1er au 4e dan par différents maîtres et compétiteurs. Comme quoi, on s'élève par l'effort. Ils sont 55 taekwondoïnes qui ont fait la passation des ceintures ce dimanche au gymnase de sapeurs-pompiers. Ce après les épreuves de démonstration et de combat self-défense telles que le veut la tradition. Débutées le 30 novembre dernier à Pointe-Noire, ces épreuves de passation des ceintures s'inscrivent dans le but de redynamiser les ligues départementales du taekwondo pour un avenir meilleur de cette discipline qui a traversé plus d'une année de crise. Nous sommes en train de redynamiser le taekwondo parce que nous sortons d'une crise qui ne saurait avoir un nom, mais nous sommes là en train de relancer le taekwondo. Nous sommes dans les arts martiaux. Il y a d'abord le volet compétition qui prime et la compétition ne s'arrête pas seulement au combat, il y a des pumsé, il y a aussi l'arbitrage et encore la prédisposition psychologique des athlètes. Demander au gouvernement d'être regardant parce que ce ne sont pas les taekwondoïnes comme tels, mais c'est d'abord des athlètes qui représentent la nation. Donc il y va de soi aussi, comme pour dire il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi la presse et tout ça qui peut nous aider, quoi. 40 taekwondoïnes des ceintures rouges sont promues ceinture noire premier dan. 11 des ceintures noires premier dan sont passées au grade de 2e dan. Cependant, sur les 4 autres taekwondoïnes, 2 de 2e dan de ceinture noire sont passées au 3e dan. 2 de 3e dan sont passées au grade de 4e dan. Après Pointe-Noire, Brazzaville, Poule, cap bientôt dans le département de la Cuvette pour d'autres promus pratiquant le taekwondo. Décédé le 22 novembre dernier en France, le corps sans vie de l'ancien maire de Brazzaville, ancien ambassadeur du Congo en Libye, membre du comité central du PCT Jean-Jules Okabando, sera mis en terre mercredi prochain. Je vous propose de suivre l'illustre disparu, morceau choisi de l'émission L'homme et son temps. Nous sommes venus renforcer le camp que représentait le président Marien Ngouabi. Et il a, de ce fait, devenu chef de l'État. Il a favorisé notre émergence
sur le plan politique, sur le plan militaire. Il a favorisé notre formation militaire pour renforcer le camp des officiers et révolutionnaires qui étaient minoritaires dans l'armée. Il a envoyé massivement les jeunes en formation sur place et à l'extérieur. Il a renforcé la politisation de l'armée, n'est-ce pas, la formation politique au niveau des cadres et des militaires, le travail économique dans l'armée. Il a fait former des ingénieurs, il a fait former des médecins dans l'armée pour que l'armée puisse jouer un rôle économique dans l'armée. L'armée devait produire, avoir des fermes, avoir des unités de production, construire ses casernes, n'est-ce pas? Alors tout cela était pour nous peut-être idéaliste, mais très rêveur, c'était bien. Et nous pensions que c'était bon de soutenir un tel dirigeant. C'est la fin de ce journal. Retenez que la mutuelle Femmes Amour a fêté le 16e anniversaire de sa création en présence d'autres mutuelles sœurs. La paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bakongo a célébré son 70e anniversaire. Les reportages sont à suivre juste après le générique fin de ce journal. Je me suis invitée chez vous depuis le samedi 8 décembre dernier. Ce mardi 17 décembre, je passe le témoin à mon binôme Christy Mationa. Quant à moi, si plaît à Dieu, je vous retrouve le dimanche prochain pour le point de la semaine. À bientôt.